J'avais envie de faire un retour sur cette saison de mariage qui s'achève petit à petit et des pièges à éviter parce que au final cette saison m'a vraiment fait réfléchir sur vraiment pas mal de choses. Je vais donc te parler des heures supplémentaires, de shooter pour sa famille, de la météo et des mariages totalement sous la pluie ou encore de comment gérer des invités qui viennent avec leur propre appareil photo. Bref, on parle de tout ça dans cette vidéo comme d'habitude avec un but de te proposer le plus de valeur possible, mais c'est juste après ça. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je viens de shooter 14 mariages quand même, et il m'en reste encore 4, donc la saison tout doucement touche à sa fin, et j'ai vu en fait pas mal de choses intéressantes mais aussi différentes, et j'ai vraiment envie de commencer par un petit sujet brûlant qui préoccupe vraiment les photographes, les invités, les mariés et surtout en fait qui va avoir une influence sur le rendu final. Je veux parler ici en fait de la météo. On a tous les yeux rivés sur nos applis météo pour voir en gros s'il y aura des nuages, s'il va pleuvoir, si on aura droit à un beau coucher de soleil. Les mariés sont en stress total avec la météo. Eux, ils veulent du grand soleil. Le photographe, lui, il est en stress total, mais il veut pas du grand soleil, lui il veut des nuages. Bref, sur mes 5 premiers mariages de la saison, j'ai eu des nuages. Un grand soleil, mais aussi un jour de pluie du début à la fin, il pleuvait. Bon, déjà, faut savoir qu'ici en Belgique, on vient en gros de connaître les 8 mois les plus pluvieux depuis 1833. Donc autant dire que le soleil, en fait, on sait plus trop ce que c'est. Voilà. Je te dis pas évidemment le moral des gens. Lors du mois de juin, tout le monde devrait être en train en fait de boire un verre en terrasse. Mais en fait ici, non, il pleut et il pleut encore. J'ai donc eu un mariage en fait sous la drache et la semaine d'après un vraiment sous le soleil. Voilà, ça c'est la Belgique, c'est juste magnifique. Tu peux te choper une pneumonie et 7 jours après une insolation. Voilà, bienvenue dans ce magnifique royaume. Ce qu'il faut se dire en fait avec la météo, c'est déjà qu'en fait on n'a aucun contrôle dessus. Sur notre journée de mariage, en fait, il faut juste l'accepter. Donc, sur une journée de mariage, on a une journée de pluie, et on va donc avoir des difficultés avec la pluie. On va avoir aussi des autres photos qui peuvent être assez intéressants. Il faut savoir aussi que lorsqu'il pleut, les gens vont principalement, c'est quand même fortement logique, rester à l'intérieur. Et que généralement, les lumières sont jamais vraiment faux folles. Mais c'est aussi en fait une opportunité justement pour avoir des photos originales. Je prends l'exemple de ce mariage où j'ai une photo en fait de 2 enfants qui jouent sous la pluie, sous des arbres avec des guirlandes comme ça qui passent d'arbre en arbre avec une espèce de petit brouillard. Il y avait comme une espèce de petite brume comme ça qui était là. Ça c'est un truc, on peut juste pas la voir en temps normal et elle est juste canon et je l'aurais jamais eu sans pluie parce que j'aurais pas eu en fait cette atmosphère hyper particulière et je trouve que ça donnait vraiment en fait du caractère et un cachet assez spécial à cette photo. Ce que je veux en fait que tu retiennes ici par rapport à la météo, c'est que dans les situations où on n'a pas le choix, en fait, il faut juste accepter et voir comment on peut y trouver du positif. C'est le cas pour la pluie. Ce que tu peux prévoir, ce sont par exemple des parapluies transparents. Par contre, perso, voilà, moi je me suis chopé la crève la semaine d'après et au final, ça a eu un impact sur tout mon boulot. Donc au final, protège-toi aussi. Il va pas faire le gugus sous la pluie. Voilà. Ne sors pas en chemise sous la pluie juste parce que tu as chaud à l'intérieur, mais après tu auras froid à l'extérieur, etc. C'est juste ridicule. Mais bon, voilà, ça peut au final sauver ou ruiner une semaine entière de boulot. J'ai aussi eu un mariage en fait où le vin d'honneur a tourné un véritable calvaire pour moi. Faut savoir qu'en fait, en rendez-vous, je parle des photos de groupe. J'explique aux mariés pourquoi c'est important d'en faire, mais aussi qu'il ne faut pas en faire de trop et que ça prenne justement trop de temps. J'envoie un template à compléter avec la liste des groupes et volontairement, en fait, sur ce template-là, je laisse que 8 places sur cette feuille pour une nouvelle fois mettre dans la tête des mariés de limiter le nombre de groupes. Et une nouvelle fois, en fait, pour limiter le temps à passer à faire ces photos-là, et que justement, moi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des moments de vie, en fait. Les groupes posés comme ça et tout, c'est un truc que, voilà, je trouve ça important, mais pas spécialement à faire ça pendant 1h30.
Donc voilà, j'explique en donnant le template qu'il faut le donner aux témoins et que pendant que je prends en photo le groupe 1, les témoins préparent le groupe 2. Quand je photographie le groupe 2, les témoins prennent le groupe 3, etc. Voilà. Comme ça prend 15 minutes, c'est plié, on les a et on peut avoir d'autres photos beaucoup plus intéressantes comme les moments de vie, les interactions qui ont lieu justement lors de ce vin d'honneur. Le mieux, c'est quand même de mettre un temps avant pour faire les photos de groupe qui n'est pas dans le vin d'honneur. Mais bon, parfois, voilà, c'est pas évident. Et sur ce fameux mariage, je reçois une liste avec 9 groupes. Je me dis, ok, bien, 9, ça devrait aller. Sauf que, évidemment, en fait, sur ce mariage-là, chaque invité a voulu prendre une photo avec les mariés. D'habitude, ils font ça avec leur téléphone, mais ici, non. Et donc, j'ai eu toutes les combinaisons possibles. J'ai eu cousin avec parents, cousin sans parents, parents sans les cousins, famille éloignée, famille proche des cousins, frères et parents, frères tout seuls, sœurs toutes seules, frères et sœurs. J'ai eu tout. Bref, à un moment donné, je suis quand même allé vers les mariés pour leur demander si c'était pas un peu trop pour eux et s'ils voulaient pas un petit peu profiter du vin d'honneur, etc. Et en fait, j'ai eu une réponse à laquelle je m'attendais pas. Ils adoraient ça. Parce qu'en fait, ils voyaient tout le monde défiler, ils pouvaient parler un petit peu à tout le monde, voilà. Et ils se faisaient des câlins, c'était un super moment pour eux. Et ils demandaient même, en fait, justement, ces photos. Donc bon, moi je suis pas là pour faire un boulot pour moi, je suis là pour faire un boulot pour les mariés. Alors je suis pas un égoïste, hein. Si les mariés veulent quelque chose, même si je suis au final pas forcément d'accord et pour ça, je suis là pour répondre à leurs besoins. Et ça c'est très important et je veux que tu le comprennes aussi. Donc du coup, j'ai fait mon boulot en expliquant pourquoi trop de groupes c'est horrible, etc. Bref, ils adoraient, ils voulaient continuer, on y va. Sauf que j'ai terminé avec 119 photos de groupe. 119. Je te dis pas mon état à la fin. Et je parle même pas de l'édition au final de ces photos où il faut toujours regarder qu'il n'y en ait pas un qui ait les yeux ouverts, etc. Enfin voilà. Donc, est-ce que je me suis ennuyé? Oui. Est-ce que les mariés étaient contents? Oui, énormément. Du coup, je pense que ça valait le coup, même si j'en pouvais plus. J'ai aussi eu un mariage pour un couple de ma famille. Et ça change un petit peu. Et ça change au final, ça change beaucoup de choses en fait de shooter pour sa famille. Perso, moi, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime, tout simplement parce que ça me met une pression supplémentaire. Voilà, moi j'aime me shooter pour des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, pour des gens que je ne vois pas régulièrement. Et voilà, on se dit toujours aussi, est-ce qu'ils me prennent pour me faire plaisir car je suis de la famille, ou vraiment pour la qualité de mon travail. Voilà, ça peut vraiment en fait nous faire nous poser de nouvelles questions. Et au final, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, mais surtout que notre reportage aussi, ça il faut l'avoir en tête, va être vu par l'ensemble des membres de la famille. Donc moi je l'ai un peu pris comme étant je vais être jugé par l'ensemble de ma famille. Voilà, faut peut-être pas le prendre comme ça, mais moi c'est un petit peu la sensation que j'ai eue. Et même s'ils ne nous le disent pas spécialement, on va quand même, au final, ils vont quand même porter un jugement sur notre boulot, il y a rien à faire. Par contre, ce qui est cool, c'est de voir ses parents, sa sœur, sa filleule sur le jour du mariage, que ma compagne soit là aussi, d'avoir une place à table avec des gens qu'on connaît et pas une petite table à l'arrière avec le DJ sans lumière, etc. Donc voilà, au final, tout le monde est beaucoup plus à l'aise aussi, que ce soit moi qui prenne les photos. Ce qui est top aussi, c'est que pour une fois, les membres de ma famille voient que sur une journée de mariage, en fait, je m'assieds juste 20 minutes pour manger et qu'en fait, oui, c'est dur quand même comme boulot, hein. C'est vraiment un vrai travail, hein. C'est pas clic sur un bouton, donc voilà, ça a l'air facile comme ça, mais en fait ça l'est pas vraiment. Donc voilà, en fait ça a du bon et du moins bon, c'est comme tout au final, hein. C'est pas forcément noir ou blanc, mais c'est plutôt gris. Donc bonne expérience au final. Un autre point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est la clarté dans le rendez-vous et le contrat. Parce que je me suis retrouvé à vraiment de nombreuses reprises à devoir faire des heures supplémentaires. Et on le sait tous, c'est quand même un petit peu gênant de devoir aller trouver des mariés en disant bon voilà, là la prestation elle est terminée, je suis en heure supplémentaire, donc ça vous fera une nouvelle facture en rentrant que je vous enverrai. Voilà, c'est toujours un petit peu délicat quand même, donc voilà. Donc moi je veux que tu réfléchisses en fait, même une heure de plus à prester sans demander un paiement, ça paraît pas très grave comme ça, où on dit oh mais c'est bon, je reste 45 minutes, voilà, c'est pas grave, c'est juste 45 minutes.
Sauf que les 45 minutes à shooter, c'est aussi des photos en plus. Ça veut dire que c'est du temps en plus lors du tri. Ça veut dire que c'est du temps en plus lors de l'édition. Et ça veut dire aussi que ce sont des photos à livrer en plus qui prennent du stockage en plus, l'air de rien, sur des abonnements de galeries, etc. Donc ça se répercute au final vraiment sur le travail à long terme. Et 1 heure par-ci, 1 heure par-là, à la fin de la saison, quand on fait 14 mariages, en fait, on voit qu'on a fait quasiment une prestation gratuite. Donc, à partir de là, je trouve que ça devient un petit peu plus gênant. Donc, mon conseil pour ne pas en arriver là, c'est d'être clair dès le rendez-vous. Dire, voici les formules, ça comprend X heures, après c'est X heures, je viens pour vous et je vous demande si je continue à shooter ou non. Si je continue, voici le montant supplémentaire par heure. Donc, en fait, pour moi, pour sortir du cadre, le cadre doit être super bien défini en amont. Et le cadre, il doit être clair, sinon il ne sera pas respecté et au final, c'est toi qui vas te faire avoir car tu n'oseras pas au final aller réclamer si tu es un petit peu comme moi, un peu introverti. Et le jour du mariage, quand l'heure est arrivée, tu vas gentiment vers les mariés, tu leur expliques, voilà, ma prestation est terminée, comme on en avait parlé lors du rendez-vous, est-ce que vous voulez que je continue ou non ? Et ça se passera vraiment super bien. Pourquoi ? Parce que le cadre a été bien défini, une nouvelle fois, en amont, et ça, c'est vraiment hyper important. Bon, évidemment, j'ai aussi eu des invités bien relous sur tous ces mariages, hein. Donc, évidemment, je te passe les traditionnels... Tiens, vous faites des photos de groupe à contre-jour, c'est quand même pas top ça. Ça, je crois que si j'avais 1 euro chaque fois qu'on m'a dit ça, je pense que je serais vraiment riche à l'heure actuelle. Donc voilà, hein. Est-ce que je viens t'expliquer ton boulot? Toi, non. Mais donc voilà, non merci. Ou encore les éternels... Ah oui, mais c'est un bon appareil, ça, hein, il prend des bonnes photos. Mais oui, évidemment, moi je ne sers pas à grand chose, vous savez, j'ai juste un appareil de fou, et donc voilà. Enfin bref, j'ai envie de dire au final que ces 2 remarques, c'est un petit peu la base au mariage. D'ailleurs, tiens, dis-moi un petit peu dans les commentaires, c'est quoi la remarque de mariage que tu as reçue le plus? Voilà. Et si tu écoutes sur le podcast, n'hésite pas à me l'envoyer justement sur Instagram. Ça me ferait vraiment bien marrer de savoir ça. Mais ici, en fait, je ne vais pas parler de toutes ces remarques-là. Je vais vraiment parler d'une invitée qui vient avec son appareil photo, car, je cite, elle aime bien prendre des photos. Et donc, les mariés me préviennent le jour même du mariage. Donc, je ne sais pas la contacter en amont, etc. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, évidemment, comment je procède? En fait, première chose, je vais trouver la personne quand j'arrive, je me présente et je lui dis c'est ok que tu prennes des photos, il n'y a vraiment aucun souci. Et généralement, je fais même un petit compliment du style c'est vraiment trop chouette que tu aimes la photo, blablabla. Enfin voilà, j'entame un petit peu la discussion pour montrer que on peut être une équipe et que voilà, je veux juste que la personne ne me gêne pas et moi je ne vais pas gêner non plus la photo, mais parfois je vais devoir passer devant elle, etc. parce que c'est moi le photographe principal et que moi je suis payé au final. Donc voilà. Mais le tout, c'est d'avoir la personne dans la poche. Et je dis même à la personne, une fois que j'ai ma photo, de venir près de moi, de bien se positionner. Voilà, moi, si j'ai ma photo, mon boulot est fait. Moi, si je peux être sympa avec quelqu'un d'autre qui prend des photos, au final, moi, c'est parfait, hein. Sauf que sur son mariage-là, on me prévient qu'une amie allait prendre des photos. Et je dis au marié, pas de souci, mais on me prévient le jour même. Et on arrive justement à la mairie et je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller parler à cette personne. Et la dame, en fait, m'a royalement nié la tronche quand elle m'a vu avec mes appareils photo. Elle s'est directement mise devant moi, m'a pas dit bonjour, ne bougeait pas, était sans arrêt dans mon champ. Et en plus de ça, elle le savait et j'ai même l'impression en fait qu'elle le faisait exprès, je sais pas. Voilà, peut-être qu'elle était un petit peu frustrée que les mariés aient fait appel à moi et pas elle, j'en sais rien, hein, je sais pas, mais en attendant, la situation en fait, moi, m'a un petit peu énervé. Donc à ce moment-là, il y a 2 solutions. Soit c'est aller trouver la personne ou aller trouver les mariés. Et gentiment en fait expliquer la situation. Le fait est qu'elle a vite arrêté en fait de prendre des photos et elle a posé son appareil justement lors du vin d'honneur. Donc elle m'a juste ennuyé pendant la mairie en fait. Donc voilà, moi j'en ai profité un petit peu pour regarder son appareil, hein, un beau Nikon monté d'un 24-70 f2.8, le tout réglé sur le mode automatique, donc voilà. Et oui, hein, quitte à acheter en fait
un appareil photo qui coûte cher, un super objectif, etc. Voilà, hein. Quitte à aller acheter une Formule 1, autant rouler avec au centre-ville à 30 km/h. C'est pour ça que c'est fait en fait. Enfin bref. Mais l'histoire au final ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut savoir que le lendemain d'un mariage, moi j'envoie toujours un petit message de remerciement aux mariés, accompagné de quelques photos fortes un petit peu de la journée déjà retouchées. Donc juste vraiment, voilà, 5-6 photos. Tu me connais, l'expérience client, c'est la vie. Et là, cette dame, en fait, je vois qu'elle m'avait devancé, car elle avait déjà envoyé au couple de mariés ses photos avant moi. Ben, logique, vu qu'elle shootait en JPEG et qu'elle ne retouche pas ses photos, qu'elle ne les recadre pas, etc. Donc voilà. Et que les mariés, en fait, avaient déjà publié les photos de cette dame sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Tout ça, en fait, pour me faire te dire que certaines personnes nous envient, car on fait un métier que beaucoup, au final, rêvent d'exercer, mais que peu ont le courage d'exercer. Après, il peut se passer d'autres choses, etc. Je ne vais pas généraliser non plus, hein, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en rêvent, mais qui n'osent pas le faire, et nous, on le fait. Et donc, du coup, il y a cette petite envie quand même qui est là. Parce que à un moment donné, en fait, on a franchi une étape que peu de gens ont osé faire. On s'est dit, je vais vivre de ma passion, je vais me lancer, et on a fait des sacrifices que beaucoup, au final, n'arrivent pas à faire. On a pris le temps de sortir de notre mode automatique, on a appris à maîtriser notre appareil, on a monté notre société, on a fait des devis, on a fait des factures, on a créé un site internet, on a paramétré un CRM, on a créé une expérience client. L'expérience client, c'est la vie. On est allé voir des fournisseurs, on a participé à des workshops, on a souscrit à beaucoup trop d'abonnements payants par mois, on a un service de galerie, on s'est formé à la retouche justement pour ne pas shooter en JPEG, on s'est construit un style et évidemment avec tous les impacts sur notre vie privée et sur notre entourage. Et le tout, au final, va créer de la frustration et de la jalousie chez certaines personnes parce que ça les ramène au fait que eux, ils n'ont pas osé faire cette étape-là. Et parfois aussi, les mariés n'écoutent pas. Je trouve que notre rôle de photographe ou de vidéaste, c'est aussi, au final, de donner un accompagnement. Moi, j'accompagne via un rendez-vous de préparation, via des articles de blog, via des guides que j'envoie régulièrement, dans lesquels, au final, j'explique comment avoir de plus belles photos de mariage, comme par exemple, comment se placer lors d'une cérémonie, quelle lumière demander au DJ pour un meilleur rendu. Et j'ai remarqué qu'un couple, en fait, n'avait absolument pas écouté, ni même, en fait, lu tout ce que j'avais mis des heures à préparer et que j'avais donné, effectivement, à leur disposition. Et à ce moment-là, je me dis, tant pis, moi j'ai fait mon travail, les photos auraient pu être meilleures en faisant X ou Y, je l'ai expliqué, je l'ai noté, ce sera comme ça, et voilà, j'en reviens à un point déjà abordé, en fait, ne pas se faire mal avec les éléments qu'on ne peut pas contrôler. Il faut juste en fait passer au-dessus et l'accepter. Après, évidemment, sur ce mariage-là, moi j'ai eu des lasers. Là, je suis allé vers le DJ et j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper les lasers? Parce que moi je shoote pas quand il y a des lasers, vu que ça peut totalement cramer le capteur. Donc moi je veux pas foutre des appareils photo à 2700 € en l'air. Donc voilà, c'est soit il n'y a pas de laser et je shoot, soit il y a des lasers et tant pis, moi je range et voilà, il n'y a aucun problème. Mais tout ça, je le mets dans le guide. Donc le guide n'a pas été lu, n'a pas été communiqué, enfin bon voilà. Donc du coup, se dire qu'en fait c'est comme ça, on ne saura rien y faire. Même si parfois c'est frustrant, on prévient et on dit voilà, attention, à 20h45, il faudra me prévoir 15 minutes pour des photos au coucher de soleil, qu'à 20h45, il y a 3 discours de prévu et qu'à ce moment-là, c'est le moment où les mariés en fait n'auront pas leurs photos toutes dorées, etc. avec la meilleure lumière. Tant pis, voilà. Ce qui est frustrant, c'est que nous non plus, on les aura pas, mais c'est ok parce qu'il y en aura d'autres et qu'on shoot pas pour nous, on shoot pour les mariés. Et notre priorité, ce sont eux. S'ils préfèrent regarder un PowerPoint de leurs photos de bébé proposées par leurs parents que d'avoir des photos complètement folles, ce n'est pas grave. Alors quand je le dis comme ça, j'ai l'impression que il y a un peu d'aigreur comme ça dans ma voix, mais pas du tout. C'est voilà, si pour eux c'est plus important ça, ok, voilà. On sent vraiment à peine la frustration dans ma voix quand même. Même chose en fait dans un guide, j'indique que je prends pas de photos si le DJ met des lasers, j'en ai parlé plus tôt, parce que voilà, ça peut bousiller l'appareil et il y a quand même eu des lasers. Alors c'est pas grave, on va en discuter, il n'y a pas tant au final de problèmes par rapport à ça, hein. Mais voilà, parfois en fait on passe vraiment beaucoup de temps à une tâche et elle n'est pas valorisée. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis photographe, je suis pas magicien, donc j'ai dû faire des photos de préparatifs dans une pièce en bordel. J'ai prévenu, la pièce elle est pas rangée, mais tant pis.
Voilà, des photos de cérémonie où l'officiant se place à l'avant des mariés, donc eux, ils l'ont de dos, etc. J'ai prévenu comment il fallait se placer. J'ai fait dans le guide un schéma de proposition de placement sur mon guide. Bah, c'est pas le cas, bah, tant pis, voilà. Et je voulais aussi attirer en fait ton attention sur la préservation de son corps et de son physique. Franchement, la reprise des mariages, c'est super dur physiquement, hein. Je trouve qu'on est trop longtemps debout, puis quand on trie et qu'on édite, on est trop souvent assis. Et en fait, c'est hyper important de se préserver aussi parce que la saison, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors, je sais qu'il faut rentrer de l'argent pour vivre, que c'est important, etc. Aussi, un petit peu de souffler et de se laisser des semaines de pause sans mariage à faire. Moi, je trouve ça hyper important. Cette année, moi, j'ai vraiment bien espacé les mariages. J'ai eu un gros bloc au début avec 7 mariages d'enchaînés, puis j'en ai eu 3. Une semaine de pause, puis 2, une semaine de pause, encore 3, une semaine de pause, et ainsi de suite. Et j'ai vraiment voulu en fait étaler le plus possible pour avoir des breaks. Et qu'ils soient physiques, ces breaks, mais aussi psychologiques. Avec l'âge, moi je remarque aussi que je récupère vraiment différemment le lendemain d'un mariage. Moi je suis vraiment cassé. Même déjà la nuit, quand je rentre, je dors mais super mal. J'ai mal aux jambes, aux pieds, et alors surtout le dos, là, vraiment j'en parle même pas. Le lendemain, je suis vraiment mais une grosse moule. Donc voilà, dire qu'un jour j'ai enchaîné un mariage le vendredi, un autre le samedi, et une journée de festival le dimanche, pour enchaîner avec des séances photos le lundi et le mardi. Donc voilà, tout ça pour te dire, préserve-toi. Et n'oublie pas que ton entreprise est au service de ta vie et pas le contraire. En vrai, moi j'ai vraiment vécu des super moments sur ces mariages. Alors évidemment, au plus on avance dans un métier, au plus on va voir les petits défauts, c'est l'expérience aussi qui veut ça, mais est-ce que tu peux quand même me dire un boulot où en un mois de travail, j'aurais vu un DJ mixer et jouer du saxophone par-dessus, rencontrer un mentaliste, shooter des couples avec des alpagas, faire une partie de loup-garou avec 15 enfants, vu un chien apporter des alliances au milieu d'une mairie, avoir fait un tour en taxi londonien au milieu de la Belgique, ou avoir vu un sabrage de champagne. Voilà. Et justement, dis-moi aussi dans les commentaires de cette vidéo quel est ton retour par rapport à ta saison à toi de mariage. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me retrouver sur une de ces 2 vidéos là où je te parlerai de photos de mariage. À tout de suite sur une de ces 2 vidéos. Salut!